Après avoir été réveillée en sursaut par une secousse, la jeune fille resta couchée sur son lit encore quelques secondes, avant de se pencher pour allumer sa lampe de chevet. En actionnant la main vers l'interrupteur, elle essaya de rassembler ses pensées et de comprendre la nature de ce qui l'avait tirée de sa douce torpeur. Comme elle n'y parvenait pas, la brune se leva du matelas et saisit son téléphone portable. Lorsqu'elle jeta un œil à l'heure, elle poussa un petit grognement. Il était minuit. Sachant que le sommeil ne reviendrait pas avant un moment, elle quitta la chambre pour la cuisine en poussant un soupir, avec la ferme envie d'une bonne tasse de café. Mais alors qu'elle passait devant sa porte d'entrée, un désagréable frisson lui parcourut l'échine. Ce n'est que l'hiver, pensa-t-elle, avant de poursuivre son chemin. Elle prépara donc la cafetière, sortit une tasse et une cuillère, mais alors qu'elle achevait de mettre l'engin en marche, un frisson la saisit. Instinctivement, elle se tourna vers la porte d'entrée. Mais à son grand soulagement, tout était calme. Et la porte n'avait pas bougé d'un pouce. Le verrou était toujours en place. Retournant vers son café en haussant les épaules, elle fit de son mieux pour oublier cette désagréable sensation. Sa tasse en main, elle rebroussa chemin vers la chambre. En repassant devant la porte d'entrée, elle s'arrêta un bref instant, prise d'un doute. Avec hésitation, elle décida de risquer au moins un œil dans le Judas pour se rassurer. À mesure qu'elle se rapprochait du battant, le frisson qui l'avait prise à cette idée se faisait plus intense et semblait avaler la chaleur de la moquette. La jeune fille pressa sa main contre la porte de métal froid, prit une grande inspiration et regarda par le Judas. Au début, elle ne put voir qu'un noir d'encre qui semblait tourbillonner sur lui-même. Mais quand elle cligna de surprise, ce vide sombre avait disparu et elle aurait souhaité qu'il soit toujours là. À la place de ce néant rassurant, se tenait une silhouette humanoïde et élancée, dont l'apparence était à peine discernable dans la pénombre. Les jambes de la chose étaient longues et étrangement inhumaines. Quant à ses bras, ils étaient rachitiques et tordus, se comptant par paires, dansant mollement dans le dos de la créature. Le tout était mis en valeur par le costume noir de jet que portait l'homme, et par son visage. Du moins, si ce qui apparaissait à travers le Judas pouvait être qualifié de visage. Pas d'yeux, ni de bouche, ni d'oreille. Une simple face d'un blanc laiteux et luisant, sans aucun trait. Comme si la réalité elle-même avait flouté ce qui se cachait derrière cet écran immaculé. Terrifiée par cette vision, la jeune fille s'éloigna de la porte, la main pressée contre sa bouche pour s'empêcher de crier. De l'autre, elle lâcha la tasse de café qui tomba au sol dans un fracas, le liquide bouillant lui brûlant les jambes alors qu'elle tombait en arrière en rampant à reculons, le plus loin possible du battant. Elle savait que son mental ne lui jouait pas des tours. Elle l'avait vu, cet homme rachitique et monstrueux. Alors que la jeune fille se retrouvait dos au mur, elle tenta de calmer les battements de son cœur, puis regarda la porte, et tendit l'oreille pour tenter d'appréhender ce qui se passait de l'autre côté. Elle était partagée entre le besoin de fuir et celui de ne pas se retrouver dos à la porte. Quand finalement, elle entendit le verrou s'activer, le besoin de fuir l'emporta. Mais alors qu'elle se relevait et commençait sa course effrénée, elle glissa sur le café brûlant répandu au sol. Le battant s'ouvrit dans un grincement. Elle ne pouvait plus fuir, et elle le savait. Dans une pitoyable tentative de s'en sortir, elle hurla et recula à toute vitesse, heurtant violemment le mur et tombant sur le menton. Alors que sa vision se floutait, elle vit les jambes de l'être s'avancer lentement au-devant de la porte. Puis, il n'y eut que ténèbres. Une douce voix masculine sortit la femme de son sommeil. Alors qu'elle se retournait, elle fut accueillie par le sourire du médecin. Elle hocha la tête, ignorant si elle devait dire quelque chose ou même si elle le pouvait tant la situation l'avait affectée. Ce matin-là, elle avait reçu un appel urgent de l'hôpital, lui annonçant que sa sœur Lindsay y avait été emmenée, inconsciente. Avant d'avoir pu aller lui rendre visite, le docteur l'avait prise à part et avait insisté pour lui demander ce qui aurait pu lui arriver. Nicole était incapable de répondre, mais le médecin avait employé des mots comme « auto-infligé » et « assaut » pour expliquer la situation devant l'incompréhension totale de son interlocutrice. Mais elle ne saisit que lorsqu'elle finit par voir sa sœur de ses propres yeux. Lindsay, sa petite Lindsay, avait un bandage à la tête, couvrant ses yeux et ses oreilles. Le personnel, devant le regard de Nicole, informa cette dernière que ses précautions avaient été prises pour que ses yeux soignés ne sèchent pas,
et pour prévenir les risques d'infection sur les plaies que la jeune fille s'était faites aux oreilles. Les docteurs théorisent qu'elle, ou quelqu'un d'autre, avait planté un stylo à l'intérieur de ses tympans pour perturber son équilibre, ou pour l'empêcher de se défendre contre quelque chose. Elle avait des brûlures aux 2 premiers degrés sur les mains, les jambes et les pieds, probablement dû au café que les voisins avaient trouvé par terre lorsqu'ils étaient arrivés. Mais lorsque Nicole marchait de long en large dans la chambre d'hôpital de sa sœur, préoccupée par ces révélations, elle crut apercevoir la silhouette floue et longiligne d'un homme à la fenêtre. Elle ne s'en inquiéta pas immédiatement, mais après quelques secondes, une évidence la frappa. Il était impossible que quiconque se tînt derrière la vitre. La chambre était située au 3e étage de l'établissement. C'était il y a un peu plus de 20 ans. J'étais un jeune garçon à l'époque. J'avais encore jamais vécu de vraie relation avec une fille. Mais quand je l'ai vue, mon cœur a tout de suite su que ce serait elle, la future mère de mes enfants. Elle avait tout pour plaire. De longs cheveux bruns flottant au vent, un visage angélique, une poitrine ni trop petite ni trop grosse. Elle était parfaite. Elle s'appelait Cindy. Avant de l'aborder, je l'avais quelquefois observée. Elle avait l'habitude d'aller déjeuner dans ce fast-food au bord de la route. Je l'attendais souvent là-bas, la regardant manger son burger. D'ordinaire, je n'aimais vraiment pas les lieux publics, mais il n'y avait pas trop de monde dans celui-ci, donc ça me convenait. Puis au bout de quelques semaines, j'ai sauté le pas. Au début, c'était vraiment laborieux. Mon manque d'expérience faisait ressentir, et j'ai très souvent cru qu'elle voudrait plus me voir. Mais petit à petit, j'ai appris à la connaître. Elle était venue des États-Unis en France pour étudier. Elle était ici depuis 2 ans, et elle comptait bien y rester. Elle aimait tellement ce pays. Au bout de quelques temps, on a fini par faire des sorties ensemble. Des dîners en tête-à-tête, aller à des parcs d'attractions. Et au bout d'1 an, on s'est mis en couple. Notre relation était parfaite de bout en bout. Je lui montrais mon amour tous les jours. C'est avec des petites attentions tous les jours qu'on construit les bases d'un couple sain. Mais moi, ce que je voulais, c'était un enfant. Toute ma vie, j'avais attendu ce moment. Elle était pas prête. Elle me disait qu'elle était trop jeune pour penser à ça. Mais avec beaucoup de persuasion et d'insistance, elle a fini par céder. Elle est donc tombée enceinte. Elle espérait un garçon, tandis que moi, je voulais désespérément une fille. Ma propre mère m'avait un jour raconté que pour avoir une fille, une future mère devait manger beaucoup de laitage. Je lui en ai donc donné à volonté. Et enfin, au bout du terme, Cindy a donné la vie. Une petite fille. Mon vœu avait été exaucé. Nous étions tous les 2 ravis. Pendant sa grossesse, j'avais acheté une petite maison en campagne, qui deviendrait notre demeure familiale. N'aimant pas les lieux publics, je n'étais pas allé voir Cindy et ma petite fille à l'hôpital. J'ai donc patiemment attendu qu'elle vienne jusqu'à moi, déposée par un taxi sur le seuil de cette maison. Cindy était là, sur le pas de la porte, tenant dans ses bras notre enfant. Elle me l'avait tendu en me disant « Voilà ta fille, je te présente Héloïse. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré ta mère. Je me suis rapidement débarrassé de Cindy, j'avais plus besoin d'elle, et j'ai élevé Héloïse seule, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de comprendre les choses. Puis je l'ai enfermée ici, dans cette pièce spécialement faite pour elle. Et comme sa mère, elle m'a donné une fille. Toi, ma merveille, mon amour. Mais après, elle n'a donné que des garçons. Je n'ai que faire des garçons. Au bout d'un moment, j'ai donc dû me débarrasser de ta mère. Elle est maintenant dans la fosse commune avec toutes les autres. Mais toi, je sais que tu me décevras pas. Tu me donneras une belle petite fille, qui, elle aussi, me donnera une autre fille. Le cycle ne sera jamais rompu. Je sais que tu comprends pas, et de toute façon, sans langue, tu pourras pas répondre. Mais j'aime raconter cette histoire. Je t'ai amené ton pot de yaourt, aux fraises, comme tu les aimes. Si tu le finis rapidement, je t'enlèverai peut-être une de tes chaînes, pourquoi pas. Allez, sois sage. Je reviendrai demain. S'il y a bien une chose que j'ai héritée de mon grand-père, c'est le rituel qu'il suivait à la lettre avant d'aller se coucher. Comme lui autrefois, le soir lorsque vient l'heure d'aller dormir, je déambule dans mon couloir soigneusement éclairé, et je ferme toutes les portes. Une fois arrivé devant la porte de la chambre à coucher, j'allume la lumière, j'éteins dans le couloir, puis je ferme la porte de ma chambre. Cela peut sembler normal pour une personne ayant peur du noir, cependant, la raison en est tout autre.
En effet, mon grand-père m'avait expliqué que tous les esprits, qu'ils soient farceurs ou vengeurs, étaient attirés par les longs couloirs. Est-ce qu'ils cherchent la lumière au fond du tunnel, ou est-ce dû à une raison particulière? J'ai bien peur d'ignorer la réponse. Voici ce dont se souvient ma mémoire concernant les mots employés par mon grand-père. Le corridor est un lieu de passage, un peu comme le serait une autoroute de nos jours, vois-tu? Ici, en revanche, dès que les lumières sont éteintes, l'autoroute est ouverte. Cependant, ce lieu de passage pourrait vite devenir un lieu d'asile si l'esprit venait à se perdre. C'est pour cela qu'il faut bien fermer les portes, afin d'empêcher les esprits de s'égarer. Retiens bien ces quelques règles concernant les corridors, elles te sauveront peut-être la mise un jour. Si dans le corridor toutes les portes sont fermées, l'esprit continuera son chemin, puis disparaîtra. Son passage sera alors aussi vaporeux qu'un courant d'air. Dans l'éventualité où une porte se trouverait entr'ouverte, un esprit curieux pourrait être intrigué. C'est assez rare cependant, le corridor étant bien plus tentant. Si une porte est grande ouverte, l'esprit sera totalement déboussolé, et il pourrait se tromper de voie, se mettant ainsi à hanter les lieux s'il ne parvient pas à rejoindre l'autre bout du corridor à temps. Enfin, dès que la nuit tombe, un corridor plongé dans l'obscurité est susceptible d'accueillir en son sein n'importe quel esprit. Mes parents ont toujours pris les dires de grand-père comme des superstitions douteuses, comme des légendes urbaines même. Pourtant, moi, j'ai toujours cru mon grand-père, et cette croyance est d'autant plus renforcée depuis que l'on a appris sa mort. Il était seul chez lui, couché sur le sol du salon, la porte menant au couloir grande ouverte. Mes parents veulent croire à la thèse du malaise cardiaque, grand bien leur fasse, moi je continuerai à fermer les portes. Ainsi, si vous lisez cela de nuit, faites bien attention à ce que les portes de votre couloir soient bien fermées. Sinon, prenez garde en les fermant, il est peut-être déjà trop tard, et vous risqueriez d'enfermer un esprit avec vous pour toujours. Qui sait? Vivait un cerf dans la forêt dansant tard le soir. Dans la forêt, vivait un cerf qui n'en était pas vraiment un. Une tête de cerf, un corps d'humain, tel était son châtiment. Un corps d'humain et une tête de cerf, tel était son calvaire. Pour la punition de ce grand cerf, jamais ses danses ne s'arrêteront. Pour les péchés de ce grand cerf, jamais ses danses ne s'arrêtèrent. Devant telle sorcellerie, les villageois craignaient au détour d'un sentier de voir s'agiter ces bois. C'est alors que le chasseur décida: c'est de mon fusil que ce monstre périra. Le valeureux partit 3 jours et 3 nuits. Lors de sa danse, l'horrible cerf surpris fut abattu de 2 coups de fusil. Le chasseur revint, la tête du monstre sous le bras. À un mur, il l'accrocha, et lors d'une fête fut acclamé comme il se doit par tous les villageois. Mais l'on raconte que la bête serait toujours éveillée, et que le chasseur, elle regarderait. Cette comptine que me chantait ma grand-mère quand j'étais enfant me reste gravée en tête. Elle me disait que c'était une comptine de son village natal. Elle s'en servait pour me dissuader d'aller seule dans la forêt. Elle me disait que le corps dansait toujours dans les bois. Cette chansonnette me terrifiait, mais ce n'était pas tout. Je me rappellerai toujours de cette décoration dans sa maison, qui mettait mal à l'aise tous les visiteurs. Une énorme tête de cerf, avec des bois immenses et des yeux perçants. Et parfois, on avait l'impression qu'elle vous suivait du regard. Il y a certains moments de ma vie dont je me souviens plus particulièrement. Je veux dire, des détails vraiment très précis. Je ne sais pas si on peut dire qu'il s'agit d'une bénédiction, ou même d'une malédiction, puisqu'il y en a certains que j'aimerais voir passer aux oubliettes. Le plus significatif d'entre eux était sans doute cette pièce de théâtre. Je reste plutôt vague quand je dis cette pièce, étant donné que j'ai assisté à de nombreuses représentations théâtrales dans ma vie. Les films m'ont souvent ennuyé, et puis il y avait quelque chose sur scène qui rendait l'expérience différente. Les acteurs, pour peu qu'ils soient bons, rendaient l'expérience tellement plus réelle à mes yeux. Et depuis que j'ai assisté à ma première représentation, quand je n'étais qu'un jeune garçon, je suis devenu accro. J'ai fini par déménager en ville et j'ai assisté à des pièces autant de fois que j'ai pu. Certaines peuvent être assez coûteuses, mais l'argent n'a jamais été un obstacle entre moi et mes loisirs. Toutefois, j'ai été particulièrement intéressé quand j'ai vu l'affiche pour les chœurs de la jeunesse. J'avais vu cette affiche dans la rue parlant du théâtre populaire de la ville. À vrai dire, ce qui a le plus attiré les spectateurs était la gratuité de la représentation.
Évidemment, cela semblait être synonyme d'une pièce pas terrible, mais qui refuserait du divertissement gratuit. Le spectacle était présenté par la troupe des Masqués de Minuit, dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai fait quelques recherches sur eux en amont de la représentation, mais je n'ai absolument rien trouvé, ce qui m'a fait supposer qu'il devait s'agir d'une jeune troupe. Avant de continuer, je dois spécifier que les affiches pour les chœurs de la jeunesse devenaient de plus en plus nombreuses. Au fur et à mesure que le soir du spectacle approchait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir passer dans une rue sans voir une affiche disant « Les chœurs de la jeunesse, spectacle gratuit ce samedi ». Je sais que toute troupe a besoin de se faire connaître, mais cette fois ça me semblait un peu ridicule. Il y avait des affiches placardées sur les voitures, des tracts dans chaque boîte aux lettres, et même des posters sur les propriétés privées. Ça commençait à en déranger certains, et ce, jusqu'au soir fatidique. Les affiches ont eu un effet certain, puisque tout le monde était au courant qu'il y avait une représentation. En dépit du fait que cette dernière avait commencé en retard, le théâtre était plutôt rempli. Peut-être pas autant que pour d'autres pièces, mais certainement plus que la moyenne. Étant donné que la soirée était gratuite, la troupe n'avait eu aucun mal à attirer la foule. Toutefois, je ne m'attendais pas à une qualité de production des plus grandioses. Il était 22h30 lorsque les lumières se sont affaiblies dans la salle. En principe, on nous propose une sorte d'introduction à ce moment, mais ça n'a pas été le cas pour ce spectacle. En effet, le rideau s'est levé immédiatement, révélant une scène lumineuse. Cet acte mettait en scène une femme assise sur une chaise au centre des planches. Elle portait une robe jaune clair, des gants blancs ainsi que des talons hauts. Tout cela aurait eu l'air normal si elle ne portait pas ce masque rose, lequel représentait un visage de femme qui aurait étalé sur celui-ci une quantité repoussante de maquillage. Le masque n'avait pas l'air d'avoir été fait par un professionnel, puisque les détails n'étaient pas très soignés. On aurait dit qu'il avait été fait en 5 minutes. L'actrice est restée assise pendant environ 10 secondes, observant l'audience. Puis, elle a commencé à sangloter légèrement. Tout au long de cet acte, la femme semblait jeter de rapides coups d'œil à sa gauche, vers les coulisses. Elle semblait regarder quelque chose, ou quelqu'un. Visiblement, ça n'était pas dans le script, puisqu'elle se retournait systématiquement vers les spectateurs, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Tout ceci a duré au moins 30 secondes. Les sanglots devenaient de plus en plus forts, et à intervalles réguliers. J'étais sur le point de m'en aller lorsque les rideaux se sont refermés brusquement, laissant place à l'acte suivant. L'audience regardait tout autour d'elle, confuse. Il était clair qu'il allait s'agir d'une pièce de théâtre de piètre qualité, mais au moins aussi étrange. C'est ce qui a d'ailleurs captivé l'attention de la plupart du public. Une part de moi me disait de ne pas perdre mon temps ici, mais d'un autre côté, je pensais qu'en restant, je pourrais voir ce que cette production avait d'autre à proposer. Les rideaux se sont à nouveau ouverts, révélant une scène très similaire à la précédente. La même femme masquée était assise sur sa chaise et pleurait. Il y avait néanmoins un autre acteur, qui semblait être un homme, donc je m'y référais en tant que tel. Il était vêtu d'un costume noir, avec une cravate rouge et jaune qui semblait sortir du contexte de sa tenue. Il était lui aussi masqué, mais portait un grand masque à gaz. Il se tenait simplement derrière elle, les bras devant lui. À cause du masque, on ne pouvait évidemment pas apercevoir son visage. J'avais l'impression qu'il anticipait quelque chose, étant donné qu'il regardait de temps en temps la femme avec insistance. L'acte dura 20 secondes, puis le rideau s'est abaissé une nouvelle fois. À ce moment, je me suis dit que j'en avais assez vu. La pièce était différente de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent, c'était évident, mais j'avais mieux à faire que de perdre mon temps. Je me frayais un chemin vers la sortie quand le rideau s'est encore une fois levé, laissant apparaître une scène complètement différente des deux précédentes. Le changement de décor m'a semblé trop rapide, étant donné que le rideau était resté fermé pendant seulement quelques secondes. En voyant la scène, tout le monde dans la salle a dégluti. La même femme était sur les planches, toujours assise sur sa chaise. Sauf qu'elle ne pleurait plus. Elle criait. Sa robe était déchirée, et des coupures étaient bien visibles sur ses jambes et son torse. Elle était attachée à la chaise, et ses cris semblaient étouffés, comme si quelque chose lui couvrait la bouche derrière son masque. Autour d'elle, il y avait plus d'acteurs et d'actrices que précédemment. 11 au total, mais il était difficile d'affirmer lesquels étaient des hommes et lesquels étaient des femmes. Ils portaient tous la même tenue, similaire à celle de l'homme au masque à gaz. Ce dernier était quant à lui assis devant un piano sur le côté gauche de la scène. Les autres personnages, debout autour de la fille, portaient aussi des masques, allant de l'étrange au hideux. La meilleure façon de les décrire serait de dire que leur visage était grandement défiguré. Pas déchiré, mais plutôt arrangé de façon inconcevable. Certains avaient un nez sur le front, avec de grands yeux injectés de sang là où une bouche devrait être présente. D'autres
n'avaient même pas de traits du tout, seulement des bouches ou des yeux un peu partout. Leur tête était toute tournée vers la fille sur la chaise, avec un air que j'aurais qualifié de désireux. Le comédien au masque à gaz a alors regardé chacun des hommes et femmes autour de la fille, et s'est tourné vers l'audience. Il s'est alors mis à jouer du piano. Sa mélodie était trop rapide et désagréable. Je n'avais jamais entendu cet air de ma vie, mais celui-ci m'a semblé proche d'une sorte de musique de Noël ennuyeuse qui passerait tout le temps à la radio. J'entendais encore la musique de façon distincte tandis que les rideaux se sont baissés quelques secondes plus tard. Les rideaux fermés, la musique continuait de jouer, mais a vite été interrompue par de lourds bruits de pas, puis par des bruits de lutte. Il y a eu un mélange confus d'une myriade de phénomènes en peu de temps, donc désolé si je ne suis pas très précis, mais les cris de la fille étaient plus forts que jamais. Il y a eu des bruits de chaises brisées, puis ceux d'une foule qui se bouscule. L'audience poussait des cris de surprise chaque fois que l'on entendait de faibles sons de déchirure, de quelque chose qu'on ronge, ou parfois même un grognement agressif de la part de quelqu'un de l'autre côté du rideau. Les hurlements de la fille ont cessé au bout d'1 minute seulement, peut-être même un peu moins. Tout le monde dans le théâtre était complètement silencieux. Personne ne savait quoi penser de l'objectif de cette représentation théâtrale. Certains se demandant même s'il s'agissait vraiment d'une pièce de théâtre. J'espérais seulement qu'il ne s'agisse là que d'un genre de farce ou d'un spectacle étonnant centré sur le sadisme. L'air de piano jouait toujours avant la scène suivante, ou plutôt ce qu'il en restait. Le rideau s'est levé et a laissé apparaître une scène vide, à l'exception de l'homme au masque à gaz qui jouait toujours du piano. Il y avait des morceaux de chaises ensanglantés au centre de la scène, accompagnés de traces rouges étalées sur le sol tout autour. Près de ce qui semblait être du sang, il ne paraissait plus avoir aucun signe de la fille qui était assise là auparavant. L'homme s'est alors tourné vers un public médusé, s'est incliné de façon formelle et est enfin sorti de scène par la droite. Le rideau s'est alors baissé une dernière fois, alors que dans la salle, tout le monde restait silencieux. Je suppose que tout le monde espérait comme moi voir une sorte de conclusion à ce spectacle, mais il n'y en avait pas. Dès le moment où l'homme masqué avait quitté la scène, c'était terminé. Le théâtre s'est empli de chuchotements paniqués et d'appels aux familles, ainsi qu'à la police. Cette dernière est rapidement arrivée et a procédé à une rapide enquête avant de faire évacuer la salle, qui a été fermée un peu plus d'1 mois après l'incident. La nuit suivant la pièce, j'ai évidemment fait des cauchemars, tout comme j'imaginais le reste du public en faire aussi. Je continuais à m'accrocher à l'hypothèse qu'il s'agissait d'une blague visant à effrayer de la façon la plus réaliste possible. J'y avais presque totalement cru, avant que les autorités ne finissent par publier un rapport. La femme qui pleurait et criait, celle qui était sur la chaise, n'était pas une actrice. Elle avait été déclarée portée disparue peu avant la représentation, depuis seulement quelques heures. D'où le fait qu'il n'y ait pas eu l'alerte de sa disparition. Personne n'avait été en mesure de l'identifier à cause du masque qu'elle portait sur scène et de sa voix étouffée à cause d'un probable bâillon. Quant au sang qui baignait sur la scène, il s'agissait bien du sien. Les comédiens n'ont jamais été retrouvés ou même identifiés. Lorsque la police a fouillé les coulisses après la représentation, elle n'a trouvé aucune trace des criminels. Seulement un mot placé à l'entrée. Les cœurs de la jeunesse ont toujours meilleur goût. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'ai vécu au Liban. À l'époque, le pays était ravagé par la guerre et les meurtres étaient monnaie courante. Je me souviens qu'à une époque particulièrement violente où les bombardements ne cessaient que rarement, je restais à la maison assis devant la télévision, à regarder une émission très étrange. C'était une émission pour enfants qui durait environ une demi-heure et contenait des images étranges et sinistres. Aujourd'hui encore, je crois qu'il s'agissait d'une tentative à peine voilée de la part des médias d'utiliser des tactiques d'intimidation pour que les enfants restent à leur place. Car la morale de chaque épisode tournait autour d'idéologies très conservatrices. Des trucs comme les mauvais enfants se couchent tard, les mauvais enfants ont les mains sous leur couverture quand ils dorment, et les mauvais enfants volent la nourriture dans le réfrigérateur la nuit. C'était très bizarre, et en arabe pour couronner le tout, alors je n'y comprenais pas grand-chose. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'ils disaient, mais pour l'essentiel, les images étaient suffisamment parlantes pour que je comprenne. Ce qui m'a le plus marqué, cependant, c'était la scène finale. Elle restait sensiblement la même dans chaque épisode. La caméra zoomait sur une vieille porte rouillée et fermée, et au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de la porte, des cris étranges et parfois même glaçants se faisaient entendre. C'était vraiment effrayant, surtout dans une émission pour enfants. Puis un texte en arabe apparaissait sur l'écran, et je savais qu'il disait « C'est là que vont les mauvais enfants ».
Finalement, l'image et le son coupaient brusquement et c'était la fin de l'épisode. Environ 15 ou 16 ans plus tard, je suis devenu photographe de presse. J'ai toujours pensé à cette émission qui revenait sporadiquement dans mes pensées. Finalement, j'en ai eu assez et j'ai décidé de faire mes recherches. J'ai enfin réussi à retrouver l'emplacement du studio où une grande partie des programmes de cette chaîne avaient été enregistrés. En poursuivant mes recherches et en me rendant sur place, j'ai découvert qu'il était aujourd'hui complètement désolé et avait été abandonné après la fin de la Grande Guerre. Je suis entré dans le bâtiment avec mon appareil photo. Il était brûlé de l'intérieur. Soit un incendie s'était déclaré, soit quelqu'un avait voulu incinérer tous les meubles. Après quelques heures à me frayer prudemment un chemin dans le studio et à prendre des photos, j'ai trouvé une pièce isolée et à l'écart. Après avoir dû forcer quelques vieux verrous et réussi à ouvrir la lourde porte, je suis resté figé dans l'encadrement de cette dernière pendant de longues minutes. Des traces de sang, des excréments séchés et de minuscules fragments d'eau jonchaient le sol. C'était une petite pièce, et une scène extrêmement morbide. Mais ce qui m'a vraiment effrayé, ce qui m'a fait partir presque sur le champ, c'était le microphone cadenassé dans une cage, suspendu au plafond au milieu de la pièce. J'avais bien reconnu la porte qu'on voyait à la fin de ces épisodes. J'ai toujours été une créature d'habitude, et peu d'observations échappent à mon esprit. C'est pourquoi je peux me souvenir de n'importe quel événement jusqu'au moindre détail insignifiant. Mais ces derniers temps, mes souvenirs ne correspondent pas à la réalité. Tous les jours de la semaine, je rentre du travail. Mes clés sont dans la poche intérieure gauche de mon manteau. J'ouvre la porte, récupère le courrier dans la rangée de boîtes aux lettres à gauche de l'entrée. Mon numéro d'appartement est le 7, tout comme celui de la boîte aux lettres. Ensuite, je monte les escaliers jusqu'au premier étage. 11 marches. Je commence toujours à monter par la gauche, et je termine de monter par la gauche. Du moins, c'est ce que je croyais, car il y a quelques jours j'ai trébuché. Non pas parce que je suis maladroite, mais parce que ce jour-là, j'ai terminé de monter l'escalier avec mon pied droit. Bien sûr, j'ai douté de moi-même, mais cela m'a suffi pour vérifier le nombre de marches de l'escalier, et bien sûr, il en manquait une. À ce stade, j'aurais pu en parler à mes voisins, mais ils n'étaient pas du genre à s'intéresser aux détails, alors j'ai laissé passer. C'était un changement mineur, auquel je me suis rapidement adaptée. Du moins jusqu'à ce que je perde ma montre. La nuit précédente, je l'avais posée sur ma table de nuit, et le lendemain matin, elle avait tout simplement disparu. Il n'était pas impossible que je l'ai égarée, mais je me souvenais parfaitement de l'avoir placée sur la table de nuit. Tout s'est accéléré aujourd'hui. Je me suis réveillée, j'ai pris une douche, je me suis brossé les dents, je me suis coupé les ongles de mes 9 doigts. 9 doigts. L'un d'eux avait disparu sans aucune trace, juste de la peau saine recouvrant la jointure stérile. Ne sachant pas qui appeler, je me suis tournée vers ma mère. Ma voix tremblait lorsque j'ai expliqué ce qu'il s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, avant de me répondre avec une inquiétude palpable dans ses mots. Elle m'a dit que j'étais née avec seulement 9 doigts. J'ai raccroché. Il faisait nuit. Je me suis assis en essayant de me souvenir. Avais-je simplement oublié ? Y avait-il un problème avec mon esprit ? Ce n'est qu'après quelques minutes que je me suis rendu compte que j'étais assise dans le noir, mais qu'il faisait jour. Mon appartement n'avait plus de fenêtre. La panique s'est installée. Ce n'était pas dans ma tête, il ne faut même pas d'appartement sans fenêtre. J'ai essayé de m'échapper, mais il n'y avait pas de porte par laquelle fuir. J'étais piégée dans cette boîte en briques joliment décorée qu'était mon appartement. J'ai appelé la police. Ils ont prétendu que mon adresse n'existait pas. Lorsqu'ils ont raccroché, j'aurais bien appelé quelqu'un d'autre si mon téléphone n'avait pas déjà disparu. Mon ordinateur est tout ce qu'il me reste, et j'essaie d'écrire cette histoire avant que mes doigts n'aient totalement disparu. J'espère avoir le temps de poster ce message avant que mon ordinateur ne se volatilise, mais pensez à ceci. Avez-vous perdu quelque chose récemment, comme votre tasse préférée, peut-être un stylo bleu ? Quelque chose qui a disparu sans laisser de traces. C'est comme ça que tout a commencé pour moi aussi. On vit vraiment une sale époque, pas vrai ? Entre la maladie, les guerres et la criminalité, le danger est maintenant omniprésent. Selon moi, ce dont la population a le plus besoin, c'est avant tout de sécurité.
Ce qui est triste, c'est que les gens sont devenus tellement parano qu'ils en sont arrivés au point de douter du premier kidam qui vient sonner à leur porte. Ils partent du principe que celui-ci leur veut nécessairement du mal, comme si le monde de dehors était destiné à leur causer du tort. En fait, ils ont peur de l'inconnu, de l'étranger. En réalité, rien ne répondrait mieux à tous ces mots qu'un bon Judas optique. La lentille placée dans la porte permettant à l'occupant d'épier en toute discrétion celui à l'extérieur. Un simple coup d'œil suffisant à s'assurer qu'il s'agit bien d'une figure familière ou d'un livreur. En tant que concierge, ce phénomène j'ai pu l'observer de mes propres yeux. Alors quand le syndicat de mon immeuble m'a appelé afin d'installer quelques Judas, je n'ai pas hésité un instant. Après tout, ça rentrait dans mes compétences. J'ai installé un Judas chez tous les habitants qu'ils souhaitaient. Ils étaient ravis. Mais tout n'est pas aussi simple. Les gens se méfient des inconnus mais trop rarement de leurs proches. Alors qui aurait pu croire que le concierge si poli, si gentil aurait pu trafiquer les Judas? Il s'agit en fait de simples lunettes. Autrement dit, ils permettent de voir de l'intérieur comme de l'extérieur. Je les ai légèrement teintés de manière à ce que ce soit indétectable. J'ai vraiment fait du bon travail. Ces gens qui craignent tant l'inconnu pourraient être épiés depuis le couloir par les pires énergumènes de ce pays. Mais ce n'est pas tout. Pour les occupants que j'apprécie le moins, j'ai apporté une légère modification. Imperceptible sans en avoir connaissance. Un minuscule trou traversant l'entièreté de la lunette du Judas. Un trou à peine visible, mais qui pourtant pourrait aisément faire passer une aiguille. Les Judas n'auront jamais aussi bien porté leur nom. Mon père adore la pêche. Quand j'étais petite, je le suivais dans les montagnes afin de pêcher dans les ruisseaux. On attendait l'ouverture de la saison pour partir pêcher dans la montagne la plus proche. Cette histoire date de quand j'étais en fin de primaire, je devais avoir 8 ou 9 ans. Cette année-là, nous nous sommes enfoncés un peu plus loin que d'habitude dans la montagne, afin de trouver de nouveaux coins de pêche. Malheureusement, nous n'étions pas les seuls à avoir cette idée. La rivière était plutôt connue, et de nombreuses personnes avaient planté leurs tentes tout autour. La pêche en montagne est une activité assez dangereuse. Il faut toujours être aux aguets pour éviter les accidents et certains animaux sauvages. On peut tomber, se blesser, se perdre, se retrouver face à un ours. Mon père prenait ses précautions. Il ramenait toujours une radio et des pétards pour les effrayer. Ce jour-là, on était tombé sur un coin de pêche incroyable. On a pu remplir notre seau rapidement et entamer le chemin du retour plus tôt que prévu. Alors qu'on descendait de la montagne satisfait de nos prises, on a remarqué quelque chose d'étrange. Autour d'une des tentes installées près de la rivière, de la nourriture, des vêtements et autres affaires avaient été éparpillées. Il y avait une odeur désagréable, une odeur de bête. Même enfant, j'ai immédiatement reconnu l'œuvre d'un ours. Peut-être était-il encore dans les parages. Je me suis mise à trembler. Mon père n'a rien dit. Il ne s'est même pas approché de la tente pour vérifier si son propriétaire y était encore. Il s'est contenté d'avancer, me faisant signe de le suivre. Alors qu'on s'éloignait, je me suis demandé si la personne qui était dans la tente avait pu s'enfuir. Se pourrait-il qu'elle soit déjà morte? Comme s'il pouvait lire dans mon esprit, mon père m'a dit de ne pas m'approcher, de ne pas toucher aux affaires éparpillées. L'ours pouvait revenir les chercher à tout moment. J'avais la chair de poule. Pendant tout le trajet, j'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps. Je ne me suis sentie à nouveau en sécurité que lorsque nous avons atteint la voiture. Je n'ai jamais été aussi consciente de ma mortalité depuis. Plus tard, en écoutant le journal télévisé local, nous avons appris que le propriétaire de la tente n'avait pas survécu à l'attaque de l'ours. Restez toujours prudent quand vous allez dans les montagnes. Hachishaku-sama, la femme de 8 pieds de haut. Hachishaku-sama est une entité maléfique qui enlève les enfants au Japon. On la reconnaît à sa taille immense de 8 pieds de haut et à ses longs cheveux noirs. Le Yurei, fantôme japonais, annonce sa venue en émettant un bruit étrange qui ressemble à po, po, po. Un jour, un petit garçon qui jouait tranquillement dans le jardin de ses grands-parents eut la malchance de croiser son chemin.
il aperçut la silhouette gigantesque d'Hachisaku-sama. L'enfant s'empressa de raconter ce qu'il avait vu à ses grands-parents. Ces derniers changèrent aussitôt de visage et se mirent à trembler. Leur petit-fils était la victime d'un esprit malin. Effrayés, ils décidèrent de consulter un moine. Le jeune garçon devait alors rester enfermé dans sa chambre toute la nuit, en serrant contre lui un parchemin, et ne surtout pas ouvrir à Hachisaku-sama. Plus tard, l'enfant perçut à nouveau le son « Po, po, po », suivi de la voix de son grand-père qui lui demandait d'ouvrir la porte. Il comprit qu'il s'agissait en fait du démon, et garda la porte bien fermée jusqu'à 7h du matin comme on le lui avait demandé. Mais on ne se débarrasse pas d'Hachisaku-sama si facilement. Alors que le petit garçon était sur la route accompagné de ses grands-parents et regardait par la fenêtre, il aperçut encore une fois la longue silhouette du démon. Teke Teke, la femme sans jambes. Une jeune japonaise nommée Kashimareko rentrait chez elle tandis que la nuit était déjà tombée. Malheureusement, elle fut victime d'un groupe d'agresseurs. Frappée, violée et laissée pour morte, la pauvre femme agonisante se traîna sur le sol pour trouver de l'aide. Depuis, l'esprit de la défunte hante l'égare, à la recherche de ses jambes disparues. Par ailleurs, Teke Teke est le son qu'elle fait en rampant avant de s'attaquer à ses proies. La revenante est connue pour trancher les membres inférieurs de ses victimes. Rokuroburi, la créature au long cou. Méfiez-vous des apparences, car cette créature très séduisante le jour se transforme en horrible monstre la nuit. Son cou s'allonge et il devient alors impitoyable. Les légendes de Rokuroburi sont très présentes dans le folklore japonais. Certaines de ces créatures ne font qu'effrayer les humains alors que d'autres les dévorent. Le plus souvent, ces yokai d'apparence ordinaire passent totalement inaperçus dans la société. Ils ont un emploi, une famille et des amis comme tout le monde. Il arrive même que certains d'entre eux se prennent pour des humains et confondent leurs rêves avec la réalité. Heureusement, on peut démasquer ces dangereuses créatures avec leurs petites traces blanches au niveau du cou. Soyez plus attentifs aux gens que vous côtoyez. Hanako-san, l'esprit des toilettes. Hanako-san est un esprit vengeur qui hante les toilettes du 3e étage dans les écoles. Cette fillette aux cheveux noirs qui effraie les enfants se trouve dans le 3e cabinet des toilettes des filles. On raconte qu'Hanako-san aurait trouvé la mort lors d'un bombardement durant la Seconde Guerre mondiale. Une autre version prétend qu'elle aurait été tuée par un pervers. Enfin, une dernière rumeur dit qu'elle se serait suicidée. Dans tous les cas, gare à ne pas prononcer son prénom 3 fois si vous ne voulez pas qu'elle vous aspire en enfer. L'enfer de Tomino, le poème qui tue. À tous les amateurs de poésie japonaise, sachez qu'une légende urbaine affirme que quiconque lit ces vers à voix haute meurt. Il s'agit d'un poème de Yomotai Nuiko, nommé L'enfer de Tomino, et qui évoque la condamnation d'un jeune garçon ayant commis des actes atroces. Il s'agit d'un poème assassin, qu'il ne vaut mieux pas prononcer. La légende d'horreur japonaise fait écho à Gloomy Sunday, une célèbre chanson japonaise qui avait provoqué une vague de suicides dans les années 30. Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Cette légende urbaine très connue au Japon est celle d'une très belle dame de l'époque d'Edo, victime de son mari jaloux. Alors qu'il soupçonnait son épouse de lui être infidèle, le samouraï décide de lui trancher la bouche en guise de vengeance. En mutilant sa femme, il lui cria « Qui te trouvera belle maintenant ?» Puis il l'assassina. Après sa mort, la défunte défigurée se transforma en Onryo, un esprit vengeur. Animée par la colère, elle n'hésite pas à tuer les petits enfants ou les hommes selon les versions. On raconte qu'elle erre dans les forêts la nuit, le visage dissimulé sous un masque chirurgical, et qu'elle demande aux patients « Suis-je belle ?» Si vous répondez oui, elle retire son masque et rétorque « Même ainsi ?» Quelle que soit votre réponse, elle vous découpera la bouche. Toutefois, vous
pouvez encore vous en sortir en lui retournant la question. Hitobashira, le sacrifice humain du château de Maruoka. Saviez-vous qu'au Japon, on pratiquait le sacrifice humain jusqu'au XVIIe siècle pour préserver les édifices des catastrophes naturelles? Des personnes étaient enterrées vivantes, ou même emmurées à proximité des ponts, des temples ou des châteaux, en offrande. On appelle ce rite Hitobashira, ou pilier humain. Oshizu fut malheureusement l'une d'entre elles. Construit à l'époque Sengoku, le château de Maruoka était un monument de grande envergure au Japon. Cependant, le donjon finissait toujours par s'effondrer. Il fallait donc trouver un moyen de stabiliser les fondations. C'est alors que vint l'idée d'ajouter un pilier humain. Une femme nommée Oshizu accepta d'être emmurée vivante en l'échange de faire de son fils un samouraï. Seulement, la promesse ne fut pas tenue. Depuis, ses larmes inondent les douves du château tous les ans. Kiyotaki, la légende du tunnel maudit. Cette histoire d'horreur, très populaire au Japon, est celle d'un tunnel hanté. Le passage souterrain reliant Arashiyama et Sagakiyotaki fut fondé au début du 19e siècle dans des conditions atroces. Nombre d'ouvriers seraient morts d'accidents ou d'épuisement au cours de sa construction. Il n'est donc pas surprenant que des âmes perdues hantent les lieux. On raconte qu'on pourrait y voir une dame blanche ou d'autres fantômes provoquant des accidents de la route. De plus, le tunnel Kiyotaki mesure 444 mètres de long. Et rappelez-vous, le chiffre 4 est maudit dans l'archipel. Alors, si vous empruntez ce couloir des ténèbres, soyez prudent au volant. Akamanto, ferez-vous le bon choix? Les toilettes au Japon font décidément l'objet de nombreuses légendes urbaines. Après l'histoire d'Anako-san, la fille des cabinets, voici celle d'Akamanto, un jeune homme au manteau rouge. Alors qu'il était régulièrement harcelé par ses camarades de classe, un garçon décida de mettre fin à ses jours dans les WC. Depuis, le défunt se venge en s'en prenant à ceux qui vont faire leurs besoins. Les rumeurs disent qu'il demande aux usagers s'ils préfèrent du papier rouge ou bleu. Il n'y a pas de bonne réponse. Si vous choisissez le premier, il vous tuera dans une mare de sang. Et si vous optez pour le second, vous serez étranglé. Gozu ou tête de vache. Si l'on ne connaît pas vraiment le contenu de cette histoire, on sait qu'il ne vaut mieux pas la lire ou l'entendre, au risque d'être condamné à mourir. Gozu est un esprit maléfique à l'apparence d'une tête de vache. Au cours d'un voyage scolaire, un professeur ne sachant comment calmer ses élèves dissipés eut la mauvaise idée de raconter cette horrible légende. Le démon vint alors prendre possession de son corps. Lorsque le professeur eut terminé son récit, le bus avait eu un accident et tous ses élèves étaient à l'agonie sur le sol. Aucun survivant ne put se souvenir de l'histoire d'horreur japonaise qui avait causé cette tragédie. Le village Inunaki, un lieu sans foi ni loi. Connaissez-vous la légende de ce village fantôme complètement isolé de la civilisation dans la préfecture de Fukuoka? À Inunaki, aucune loi n'est appliquée comme peut l'attester le panneau qui figure à l'entrée. Ainsi, au milieu des meurtres et de la barbarie règne le chaos. De même, une rumeur raconte que les appareils électriques ne peuvent fonctionner dans cet endroit mystérieux. La légende urbaine du village Inunaki n'a jamais pu être vérifiée puisque personne ne revient de ce lieu maudit. En revanche, on sait que le village s'est progressivement dépeuplé à cause de l'urbanisation. Aokigahara, la forêt des suicides. Certainement l'endroit le plus hanté du Japon, Aokigahara est une vaste forêt qui se situe en bas du célèbre mont Fuji. Installée sur une coulée de lave datant du 9e siècle, elle est peuplée par de nombreux conifères. On la surnomme la mer d'arbres, ou Jokai en japonais. Très sombre et dense,
On raconte que quiconque s'aventure dans cette masse de végétation n'en sort pas. En effet, on peut s'y perdre facilement, d'autant plus que la forêt s'étend sur 35 km². D'autre part, elle est tragiquement réputée pour ses nombreux suicides. On y trouverait des rubans laissés par les gens pour retrouver leur chemin, des objets et parfois des cadavres. La forêt d'Aokigahara a de quoi vous terroriser. Au Corpo Seco. Aperçue selon la rumeur dans plusieurs villes du sud-est du Brésil, cette créature a été décrite comme ayant un corps ratatiné avec un visage hideux, plein de pustules. Il y a quelques années, le Corpo Seco, qui se traduit à peu près par corps desséché, a été vu en haut d'un mur dans un cimetière de Mogi Guaçu, dans l'état de Sao Paulo. J'ai toujours cru que ce n'était qu'une vieille histoire liée au cimetière, mais non, je l'ai vu de mes propres yeux. Le Corpo Seco existe, et je ne veux plus m'approcher d'un cimetière. A raconté la retraitée Mario Aparecida Suarez Blanco à son journal local. Il existe de nombreuses versions différentes de l'origine du Corpo Seco, également connu sous le nom de Unodo, ou Grands Ongles, mais toutes s'accordent sur le fait que la créature était autrefois humaine. C'était un homme très cruel quand il était vivant. Certaines racontent qu'il battait même sa propre mère. À sa mort, la terre rejeta son corps inhumé. Son cadavre ne cessait de revenir à la surface. Après qu'on lui ait refusé son repos éternel, il se transforma en Corpo Seco. On pense également que cette créature a le pouvoir d'assécher et de tuer tous les arbres, et également de sucer le sang des humains. Sur les routes désertes, à la tombée de la nuit. La voisine. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Elle le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et elle lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on cogne de nouveau à sa porte. Il y trouve la même femme, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le lendemain matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint. La Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon les témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui, a priori, est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique, ayant perdu la vie en moto, au pont du Furet des années auparavant. Marie la poupée. Cette célèbre légende urbaine japonaise parle d'une poupée en porcelaine qui, après avoir été abandonnée par sa propriétaire, a décidé de la tuer. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche de sa victime, à chaque pas qu'elle fait, la poupée appelle la jeune fille pour la saluer. Ce début d'histoire peut ressembler à une blague, mais celle-ci prend une tournure de plus en plus sombre. Une famille déménage, et leur fille jette une poupée en porcelaine qu'elle avait appelée Marie. Cette nuit-là, la jeune fille reçoit un appel. Bonjour, c'est Marie. Je suis à la décharge maintenant. La fille raccroche, mais le téléphone sonne à nouveau. Bonjour, c'est Marie. Je suis à l'épicerie du coin maintenant. Le téléphone sonne une troisième fois, et une voix dit « Bonjour, c'est Marie. Je suis juste devant ta maison maintenant. » La jeune fille trouve le courage d'ouvrir la porte d'entrée, mais elle ne voit personne.
Cela doit être une blague, se met-elle à penser. Et le téléphone sonne à nouveau. Bonjour, c'est Marie. Je suis juste derrière toi. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre qu'il prévoyait. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler. « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte ? Je les avais toutes prises ce matin ?» C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Au revoir. J'ai trouvé cette histoire dans le journal intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école, le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais à un feu rouge, quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là, à me fixer. Mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait ses mains vers moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils j'imagine, portait des vêtements larges, marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange. Et surtout, qui porte un costume un lendemain d'Halloween. Lui aussi agitait ses mains dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi, et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nu et très tendu. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus fort à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Et pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école, et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé une chance de lui dire au revoir. La Llorona. L'histoire de la Llorona, la pleureuse en français, est celle d'une femme mexicaine pauvre, mariée avec un homme riche d'origine espagnole. Après avoir eu des enfants, l'homme commença à perdre de l'intérêt pour sa femme et avoir honte de s'être marié avec une femme sans prestige. Par colère, la femme emmena tous ses enfants à la rivière et les noya, en pensant que cela apaiserait son mari. Mais elle fut immédiatement frappée par le regret. Elle commença à crier. « Ay, mis hijos !» Aujourd'hui, les gens racontent que la Llorona erre au bord des rivières pour chercher ses enfants. Et si elle trouve des enfants seuls à proximité d'une rivière, elle les attire dans l'eau et les noie pour les avoir près d'elle à jamais. Le casse-tête. Une femme âgée vivant seule décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît peu à peu dans son puzzle le décor de son salon, puis sa télévision, puis elle-même vue de face. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Bloody Mary. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet.
Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce, et dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ça serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une de ses amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que sa mère fit irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Dernière livraison. En 1946, au cœur de Paris, une jolie et gentille jeune femme rencontra un aveugle errant et sale. Ce dernier lui demanda de bien vouloir apporter une lettre à une adresse bien précise. Charitablement, elle accepta et elle prit le chemin de l'adresse indiquée sur la lettre. En se retournant, elle aperçut l'aveugle qui s'enfuyait en courant et qui disparut au coin de la rue sans laisser de traces. La jeune femme trouva ce comportement suspect et elle alla raconter son histoire à la police. Peu après, les policiers découvrirent à l'adresse une femme et 2 hommes morts, ainsi qu'une grande quantité de viande entassée à même le sol, ce qui valait de l'or à cette époque. Avec horreur, les policiers s'aperçurent qu'il s'agissait de chair humaine. Le texte de la lettre que la jeune femme devait remettre était le suivant. Ceci est la dernière livraison pour aujourd'hui. Alcatraz. Située au beau milieu de la baie de San Francisco, la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz abrita les plus grands criminels américains de 1934 à 1963, année de sa fermeture officielle. 10 ans plus tard, le site fut ouvert au public et devint l'un des lieux touristiques majeurs de l'État de Californie. Plusieurs témoins affirment avoir été confrontés à des apparitions d'ombres fantomatiques. La plupart auraient lieu dans le couloir principal de l'ancienne prison, où 3 détenus, Bernard Coy, Joe Kretzer et Marvin Hubbard, furent abattus le 4 mai 1946, alors qu'ils tentaient d'échapper à la vigilance de leurs gardiens. Le crochet. 1973. Ce soir, Thomas a un rendez-vous galant, et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois à la sortie de la ville se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se carre tranquillement dans la clairière, en laissant tourner l'autoradio. Soudain la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement pour le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Les humains aussi peuvent lécher. Farmersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient du placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière
se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message est écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. La gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. 1 heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. » déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute afin qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près au moment de la dépasser. La voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère. Anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur, les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison, et son seul espoir, tenter le tout pour le tout, et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qu'il s'est réellement passé. Ce jour-là, l'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu l'homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Un soir, un inconnu m'a appelé depuis une cabine téléphonique. J'ai sursauté lorsque j'ai entendu mon téléphone fixe sonner peu avant minuit. Mes proches me contactaient toujours sur mon portable, et la plupart du temps, lorsque quelqu'un me contactait sur mon fixe, c'était pour tenter de me vendre quelque chose. Mais jamais à une heure pareille. J'ai décroché et collé le téléphone à mon oreille. J'ai en ma possession quelque chose qui vous appartient. Quelque chose que vous avez perdu. J'ai cru que c'était une mauvaise blague, une de ces plaisanteries que certains adolescents font en appelant des numéros au hasard. Je ne me souvenais pas d'avoir perdu quoi que ce soit. Si l'on découvre ce que j'ai ramassé, je serai peut-être impliqué dans un crime. J'étais de plus en plus confuse. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. J'avais beau me creuser la tête, je n'avais rien perdu récemment. Les mots qui ont suivi m'ont terrifiée. Cet homme a énuméré mon adresse actuelle, mon ancienne adresse, mon numéro de portable, l'adresse IP de mon ordinateur, l'adresse de mon université et le nom du cursus que je suivais, avec les options, ma date de naissance ainsi que celle de mes sœurs, et le nom complet de mes parents. Pendant un temps qui m'a paru interminable, de nombreuses informations personnelles ont été listées. Pour en obtenir certaines, il aurait été nécessaire de me connaître depuis plus de 10 ans. Vous voyez ? J'ai en ma possession quelque chose que vous avez perdu. Je vais le déposer dans la supérette à côté de chez vous. Elle est aussi notée dans le carnet. Vous pourrez le chercher d'ici demain matin. Un conseil, soyez prudente. Le lendemain, je me suis rendue à la supérette et j'ai demandé si un objet avait été retrouvé. Le gérant m'a tendu un petit carnet que j'ai immédiatement feuilleté. Il contenait toutes mes informations personnelles, ainsi qu'un marque-page que je pensais avoir perdu lorsque j'étais au lycée. Collé sur une autre page, une mèche de mes cheveux,
ainsi qu'à un devoir que je n'ai pas pu rendre, car il avait mystérieusement disparu de mon sac le jour même. La personne qui m'avait téléphoné la veille avait rédigé une note indiquant les circonstances dans lesquelles elle avait trouvé ce carnet. Je n'ai jamais su qui avait rassemblé toutes ces informations. L'écriture ne me disait rien. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas eu l'esprit tranquille. J'avais toujours l'impression d'être suivie, d'être espionnée. J'ai montré le carnet à plusieurs anciens camarades de classe, mais aucun n'a pu m'aider à identifier celui ou celle qui avait tenu ce carnet. 10 ans se sont écoulés depuis, sans incident. Si quelqu'un m'appelle sur mon fixe la nuit, je ne réponds plus. Malgré son jeune âge, j'avais toujours laissé à ma fille Lisa une grande liberté. Du haut de ses 9 ans, elle avait déjà adopté un certain nombre d'automatismes. Elle regardait à droite et à gauche avant de traverser une route, ne faisait pas confiance aux inconnus et arrivait même à prévoir bon nombre de dangers. De ce fait, je lui laissais une large autonomie lorsqu'elle était à la maison. Elle pouvait aller jouer dans la petite cabane du jardin, comme dans la cave. D'ailleurs, ce dernier lieu semblait être son endroit favori, puisqu'elle m'en parlait beaucoup. Elle y menait ses activités d'enfant, je suppose. Mais un jour, Lisa m'a parlé de ce nouvel ami avec qui elle s'amusait. Il s'appelait Daniel. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas pu retenir mon sourire. Un ami imaginaire, encore un. L'innocence de ma fille m'attendrira toujours. Elle avait décidément une imagination débordante. Rosa, Ryan, et maintenant Daniel. Je l'ai embrassée sur le front, puis lui ai conseillé de retourner jouer avec Daniel. Elle m'a rendu ma tendresse avant de se précipiter dans la cave. Je n'y voyais aucun mal, bien sûr. J'allais régulièrement dans la cave et rien d'anormal ne s'y déroulait. Quelques jours sont alors passés et un constat s'est imposé. Lisa passait le plus clair de son temps libre dans la cave, à jouer avec Daniel. La curiosité m'a envahi. J'ai décidé de m'intéresser de plus près à cette pièce. Un soir, après l'avoir mise au lit, j'ai fini par explorer plus sérieusement la fameuse cave. Je craignais avant tout que Daniel ne soit rien d'autre qu'un rat qu'elle avait adopté. Je pense que je déteste tout autant ma cave que mon grenier. Les deux sont des lieux sombres habités par une faune effrayante, dont une tonne d'araignées. J'ai beau faire 1m80, ces minuscules bêtes à 8 pattes m'horrifient plus que tout. Et malgré ma phobie, je me suis engouffré dans la cave, où l'on stockait tous les outils de jardinage, de vieux jouets et tout type de choses qui n'avaient pas d'utilité dans l'immédiat. La cave est spacieuse, il y a de quoi s'occuper lorsqu'on est un enfant. J'ai commencé à farfouiller un peu partout, et j'ai notamment vérifié si les murs étaient troués. Mais rien de bien concluant. J'ai aussi cherché tout signe de rongeur. En vain. Aucune trace de souris ou drap. Je comptais m'éclipser lorsque j'ai remarqué du mouvement derrière une pile de cartons. J'étais certain de ce que j'avais entendu. La bête était vive et faisait beaucoup de bruit lorsqu'elle bougeait. Elle s'était déplacée. J'ai aperçu ses yeux luisants m'observer dans un coin peu éclairé. Comment cette chose s'était retrouvée dans la cave? La curiosité était forte, mais la peur l'a emporté. J'ai détalé les escaliers pour sortir le plus vite possible, avant de refermer en trombe la porte derrière moi. Je tremblais de tout mon être. Je suis très peureux de nature, mais là j'étais certain qu'il y avait un monstre dans ma cave avec lequel jouait ma fille. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Enfin, jusqu'à ce que la porte de ma chambre s'ouvre et que ma fille se jette sur mon lit en sanglotant. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Toby, notre chat, n'avait pas dormi avec elle cette nuit comme à son habitude. Elle pensait qu'il avait disparu et qu'elle ne le reverrait jamais. Mon sang n'a fait qu'un tour lorsque j'ai compris. C'était cet attardé de chat qui était dans la cave hier soir et que j'avais pris pour le monstre. Je me suis senti très bête lorsque le chat s'est précipité en dehors de la cave dès que j'ai ouvert la porte le lendemain. Ma peur me jouait décidément des tours. Mais ma fille câlinant son chat m'a vite redonné le sourire. J'étais enfin rassuré. Et si donc allait faire une sieste pour attraper ma nuit tourmentée. Lisa, elle, vaquait à ses occupations habituelles. Je me suis endormi sans problème, mais mon repos a été de courte durée, car des bruits de pas venant du dessus de ma chambre, du grenier donc, m'ont sorti de mon sommeil. J'ai mis du temps avant de réagir. Je suis sorti de ma chambre et suis tombé nez à nez avec Lisa. Elle tenait dans ses mains un seau vide, enfin presque, car une énorme araignée frétillait au fond de celui-ci. J'ai honte, mais je n'ai pas pu retenir un gloussement de peur. La colère a pris le dessus et je l'ai giflé. Je lui avais pourtant bien dit que le grenier était dangereux et qu'elle ne devait y aller sous aucun prétexte. Agir de la sorte était le meilleur moyen pour qu'elle ne recommence plus. Elle m'a répondu en sanglotant qu'elle ne voulait pas que Daniel meure de faim, et qu'elle lui apportait des araignées venant de la cave seulement pour le nourrir. Il ne m'en fallait pas plus.
J'ai pris la batte de baseball qui trônait fièrement sur ma commode et j'ai monté avec détermination les longs escaliers menant au grenier. Lisa me suppliait de ne pas faire de mal à Daniel, mais je l'ignorais. Je suis entré dans le grenier. L'endroit était poussiéreux, mais dénué de tout insecte ou d'autre animal. Enfin, je savais qu'il n'y avait que Daniel. J'ai remarqué une flaque d'eau sur le sol. Le toit fuyait visiblement encore. J'ai soigneusement fermé la porte derrière moi et observé attentivement chaque meuble, chaque carton, chaque parcelle de la pièce pour localiser ses petits yeux luisants. Je n'ai pas vérifié en hauteur, conscient que grimper était en dehors de ses capacités. Je commençais à m'impatienter. J'enrageais, je ne le trouvais pas. Mais du coin de l'œil, j'ai remarqué une tégénaire qui s'enfuyait d'un coin de la pièce. En temps normal, j'aurais hurlé de terreur, mais pour une fois, l'araignée m'avait aidé. Je savais maintenant qu'elle fuyait le danger. Et le danger pour elle, c'était Daniel. Je me suis approché de l'armoire massive et assez surélevé pour cacher un monstre en dessous, et me suis baissé pour voir s'il y était bien. Enfin, je t'ai trouvé, lui ai-je murmuré. Ses yeux brillaient. Il tremblait de peur et je crois même qu'il pleurait. Pour une fois que ce n'était pas moi qui avais peur. J'ai esquissé un large sourire, puis j'ai donné un coup de batte sous l'armoire pour le déloger. Il a rampé avec assiduité jusqu'à mes pieds. Je pouvais maintenant contempler sa laideur. Daniel était petit, anormalement maigre. On pouvait clairement distinguer toutes ses côtes. Sa pâleur était tout aussi dégoûtante. Il ne restait vraiment plus grand-chose du petit garçon que j'avais élevé. Content de voir que tes bras et tes jambes n'ont pas repoussé, ai-je plaisanté. Il continuait de me supplier du regard, toujours sans un mot, des larmes coulant le long de ses joues. Oui, cette fois je n'avais plus peur. Je lui ai donné de grands coups dans les côtes. Il a hurlé de douleur. La vue de sa langue à moitié coupée et de ses dents manquantes m'ont fait remonter certains souvenirs. Les araignées me font très peur, mais si je les déteste tant, c'est parce que les monstres comme Daniel peuvent survivre grâce à elles. En y repensant, je ne lui avais pas donné de nom. Mais c'est vrai que Daniel lui convient parfaitement. Malgré ma haine envers lui, je dois bien lui concéder ça. Il a survécu pendant autant de temps en se nourrissant exclusivement d'araignées. Il avait certaines ressources pour un enfant. Je vous laisse imaginer le choc lorsque j'avais appris qu'il n'était pas de moi. Alors je n'avais pas cherché à l'élever. Mais je ne suis pas inhumain non plus. Je n'allais pas le tuer. Enfin, pas directement. Juste faire en sorte qu'il ne pose aucun problème, disons. On n'aime que ses propres enfants, pas vrai? Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Ma fille est devenue adolescente, et m'a récemment demandé pourquoi le grenier était condamné. J'ai pris un air grave en lui répondant. C'est pour que Daniel ne s'enfuit pas. Elle m'a dévisagé pendant plusieurs secondes, puis elle s'est esclaffée de rire. Arrête de te moquer, on a tous des amis imaginaires quand on est petit. J'ai acquiescé, et me suis mis à rire moi aussi. Elle avait vraiment une imagination débordante. Pour diverses raisons, je n'ai pas pu envoyer mes cartes de vœux pour le nouvel an l'année dernière. C'est vrai, je m'y suis un peu pris à la dernière minute, mais les empêchements se sont accumulés et ça m'est sorti de la tête. Je me suis donc rendue à la boîte aux lettres pour les envoyer, même s'il était déjà 11h du soir et qu'on était le 31 décembre. Je savais qu'elles n'arriveraient pas à temps, mais mieux vaut tard que jamais. J'habite une région assez rurale et la boîte aux lettres se situe à un peu plus d'1 kilomètre de chez moi. La route qui mène s'enfonce dans la forêt, elle est peu fréquentée. J'ai décidé de m'y rendre à vélo pour aller plus vite. Il y avait très peu de lampadaires et la lumière de la lune était cachée par les nuages, ce qui plongeait la route dans le noir. Je me suis munie d'une lampe torche. Il n'y avait pas beaucoup de maisons autour, je n'ai vu passer personne à pied et je n'ai pas croisé de voiture, du moins au début. À environ 600 mètres de chez moi, une voiture s'était garée en plein milieu de la route. Aucune lumière n'était allumée, il n'y avait pas de signe de vie. Cette partie de la route descendait et comme j'allais à bonne vitesse, je suis passée à côté de la voiture sans m'arrêter. Je me suis rendue à la boîte à lettres, j'ai glissé mes cartes et je suis rentrée chez moi. J'avais le temps donc j'ai monté la pente à pied avec mon vélo à côté. J'ai à nouveau croisé la voiture. Je ne voulais pas déranger qui que ce soit, mais ma torche a éclairé les fenêtres. Les vitres et le pare-brise de la voiture étaient couverts d'empreintes rouges de mains et de doigts.
Je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû monter sur mon vélo et me rendre au poste de police le plus proche, ou alors rentrer chez moi et appeler la police. Mais ce que je voyais était tellement absurde, tellement inattendu, que je me suis arrêtée un instant pour contempler ces traces rouges. Je ne suis sortie de ma torpeur que lorsque j'ai entendu un bruissement de feuilles. Quelqu'un venait de sortir des bois de l'autre côté de la route. Cette personne était couverte de sang et tenait une faucille dans sa main. J'aurais dû descendre la route de montagne vers la ville la plus proche, mais j'étais tellement paniquée que j'ai eu le réflexe stupide de rentrer chez moi. J'ai pédalé frénétiquement sur toute la pente. Les rares fois où je me suis retournée, je l'ai vu gagner du terrain. Il avançait à une vitesse surhumaine. J'avais beau pédaler de toutes mes forces, la distance entre nous se réduisait progressivement. Plusieurs fois, il a tenté de crever ma roue arrière avec sa faucille. Quand j'ai enfin vu le panneau indiquant l'entrée de mon village, j'ai senti la panique me gagner un peu plus. Je venais de le guider jusqu'à chez moi. Lorsque je me suis retournée, il n'était plus là. Une fois le jour levé, je me suis rendue sur place avec quelques amis, mais la voiture avait disparu. Nous sommes avancés vers les feuillages qui avaient été éclaboussés par le sang, mais il n'y en avait plus aucune trace. Pourtant, sur l'arrière de mon vélo, on pouvait voir quelques taches de sang séchées, là où la faucille était passée à quelques centimètres. La porte jaune sera toujours là. Il en sortira et te suivra partout où tu iras. Lorsque tu dormiras, dans ta chambre il entrera. Sous tes draps il se glissera. Et un soir, ta vie il fauchera. La porte jaune. Il y avait une porte de trop dans le couloir de l'étage de cette nouvelle maison. Sarah l'avait dit à ses parents, mais ils ne pouvaient pas la voir. Il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, lui avait conseillé de se reposer, et l'avait convaincu qu'elle n'existait pas. Pourtant, elle était bien là. Elle était de la couleur de la maladie, jaunâtre, terne et craquelée. Une poignée argentée brillait en son centre, juste au-dessus d'un sombre trou de serrure. Sarah faisait de son mieux pour l'ignorer, mais la porte connaissait son nom, et elle le chuchotait lorsqu'elle s'en approchait. Elle l'appelait d'une voix rauque, alors que de minuscules griffes grattaient de l'autre côté. Les larmes roulaient toujours sur les joues de Sarah quand elle s'apprêtait à partir à l'école, et qu'elle entendait son appel alors qu'elle traversait le couloir. Appelait-elle toujours avant qu'elle ne soit hors de portée. L'école était devenue une bénédiction, une excuse pour être ailleurs, loin de cette horrible porte. À l'école, elle pouvait l'oublier. À l'école, elle pouvait prétendre que sa maison était comme celle de tout le monde, avec le bon nombre de portes, et aucun chuchotement étrange dans les couloirs. Mais, à la fin de la journée, elle l'attendait toujours au bout du couloir de l'étage, avec son hypnotisante poignée argentée. Elle détestait rentrer chez elle et savoir qu'elle était là, mais plus encore, elle avait peur de s'endormir, car dans ses rêves, elle l'ouvrait. Chaque nuit, elle se tenait devant elle, luttant contre l'envie de tendre la main pour saisir la poignée. Sa gorge était nouée, et elle ne le faisait jamais. Mais, dans ses songes, par mimétisme, elle tournait cette poignée. Dans certains rêves, elle imaginait qu'elle était glaciale, et dans d'autres, aussi brûlante que du charbon ardent. Et lorsque la porte s'ouvrait, elle révélait un vortex tourbillonnant d'ombre et de sons, duquel provenait une multitude de voix pleurant dans l'obscurité. Les voix se propageaient ensuite autour d'elle, rampant dans ses cheveux comme des araignées. Les mots piquaient sa peau, la lui brûlait. Elle n'aurait jamais dû écouter. Il voit, Ont-ils dit? il entend, Ont-ils gémi? il a faim. Ont-ils pleuré? Sarah a poussé un cri ce soir-là, se réveillant haletante et transpirante, seule dans son lit. La vieille horloge indiquait que minuit était passé, mais de seulement quelques minutes, et l'obscurité enveloppait sa chambre. Elle a tiré les draps sur sa tête, et a tenté d'ignorer les voix qui résonnaient maintenant dans la réalité. Je vais bien. S'est-elle jurée, serrant ses genoux en se balançant d'avant en arrière. C'est juste un rêve. Ce sont toujours des rêves. Les rêves ne sont jamais réels. Elle a ensuite commencé à fredonner une chanson que sa mère lui chantait plus petite. Et généralement, peu après l'avoir entendue, sa panique s'estompait peu à peu pour laisser place à la somnolence. Mais, cette fois, cela ne fonctionnait pas, Juste un rêve. répétait-elle, Juste un rêve. Juste un... a chuchoté quelqu'un dans le couloir.
Sarah s'est figée. Sarah? Est-ce que tu es Sarah? C'était la voix d'une fille, un peu plus âgée. Cette voix n'avait rien de normal, mais n'était en rien semblable à ces voix qu'elle entendait habituellement derrière la porte. Qui êtes-vous? A chuchoté Sarah sous ses draps. Je m'appelle Lizzie. Est-ce que tu es Sarah? Sarah ne bougeait pas. Elle était terrifiée à l'idée de quitter la sécurité de son cocon. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, une curiosité morbide l'enhardissait, et elle a fini par quitter ses couvertures. Et si c'était juste une autre fille normale comme moi? Pensait-elle. Elle avait l'air tout aussi effrayée qu'elle. Elle a alors rampé hors de son lit, agrippant la chemise de nuit moite qu'elle avait portée pour dormir. Puis, elle est restée plantée sur place. Il n'y avait rien autour d'elle. Alors, prenant son courage à deux mains, elle s'est levée et a quitté sa chambre pour se rendre dans le couloir et faire face à la porte jaune qui l'attendait. Quand elle est arrivée devant elle, son estomac s'est noué, et pendant un instant, elle ne pouvait dire si elle allait vomir ou s'évanouir. S'il te plaît, A dit la voix de la jeune fille derrière la porte. s'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu es Sarah? Sarah a alors ouvert la bouche pour répondre, mais seul un petit gémissement de frayeur s'en est échappé. Elle a pressé ses paumes contre ses joues et a essuyé ses larmes. Oui, A-t-elle finalement réussi à dire? je suis Sarah. Laisse-moi rentrer, Sarah. S'il te plaît. La poignée argentée de la porte tremblait violemment, cliquetant comme si elle était verrouillée. Sarah a trébuché en arrière et est tombée sur le sol, les yeux rivés sur celle-ci. Laisse-moi rentrer, Sarah. S'il te plaît. Je peux pas rester ici. S'il te plaît, aide-moi. Laisse-moi rentrer. Criait la voix derrière la porte en frappant contre elle. Dans le trou de serrure sombre, sous la poignée cliquetante, il y avait un œil humain. Sarah s'est alors relevée et s'est penchée pour regarder, mais l'œil a disparu aussitôt, et la jeune fille de l'autre côté de la porte a commencé à pleurer. S'il te plaît, Sarah. A-t-elle supplié? Il est presque là. Mais qui? A chuchoté Sarah, tandis qu'un frisson glissait le long de sa colonne vertébrale. Lizzie a sangloté doucement. Lizzie. Lizzie. Sarah s'est rapprochée de la porte. Sa terreur se faisait grandissante alors que Lizzie ne répondait pas à ses appels. Elle a ensuite collé son oreille contre la porte et a retenu son souffle. Puis, elle a attendu. 2 longues minutes sont passées et rien ne bougeait, rien ne chuchotait, rien ne pleurait. Elle n'entendait rien d'autre que son propre cœur battant. Était-elle partie? Lizzie. Elle a essayé à nouveau, puis Il est là. Il est là. a enfin murmuré Lizzie dans son oreille, en collant sa bouche contre le trou de la serrure. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Cédant presque, Sarah a saisi la poignée argentée d'une main tremblante. S'il te plaît. La voix de Lizzie devenait étouffée, suppliante. Mais Sarah avait la boule au ventre. Elle suffoquait. Devait-elle vraiment l'écouter? Ou s'enfuir et retrouver la sécurité de sa chambre, abandonnant cette pauvre Lizzie à son triste sort? Puis, haletante, elle a ensuite décidé de fermement serrer cette maudite poignée argentée et la tourner avec facilité. Puis, elle a ouvert la porte jaune. Derrière celle-ci, un mur. Rien d'autre qu'un mur. Confuse, elle a tendu une main tremblante pour le toucher. Il était bien solide, réel. Elle a doucement fermé la porte, qui a cliqueté à nouveau. Elle n'a pas osé bouger d'un pas, ni même reprendre son souffle. Elle attendait, elle écoutait, attendant que la porte parle à nouveau. 2 longues minutes sont passées dans un silence oppressant, et la porte n'avait toujours rien dit. Sarah a commencé à perdre patience, à se fatiguer, et à se demander pourquoi elle se tenait immobile dans son couloir face à une porte qui n'existait pas. Oui, la porte avait disparu. Fallait-elle qu'elle l'ouvre pour que cela se produise? C'est qu'un rêve. S'est-elle souvenue, se détournant du mur vide de porte en se frottant les yeux. Ce sont toujours des rêves. Elle est ensuite repartie dans sa chambre, et s'est allongée dans son lit, avant de rapidement fermer les yeux. Les rêves disparaîtront, comme ils le font toujours. A-t-elle dit avant de s'endormir. Puis, la vieille horloge est tombée du mur lorsqu'elle a sonné minuit 16. Et... Sarah. A murmuré Lizzie. Elle était revenue. Sarah, ne te réveille pas. Sarah a froncé les sourcils et s'est roulée sur le dos. De toute évidence, elle ne voulait pas se réveiller. La pièce a ensuite longtemps été plongée dans le silence. Sarah savait qu'elle allait se réveiller bientôt. Il est là. A murmuré Lizzie. S'il te plaît, ne te réveille pas. Qui est là? Son horrible masque qui laisse voir ses minuscules pupilles blanches. Et sa voix.
Il va te parler, Sarah. Sarah sentit la peur envahir son corps tout entier. Était-ce un rêve? Ou entendait-elle réellement cela dans la réalité? Il attend à quelques centimètres de ton visage pour être la première chose que tes yeux verront à ton réveil. Mais garde-les fermés, s'il te plaît. Sinon une coquille grosse va prendre ta place. À jamais. Sarah tremblait maintenant comme une feuille. Elle pouvait sentir un souffle chaud sur sa joue. La porte jaune sera toujours là. Il en sortira. Il te suivra. Partout où tu iras. Lorsque tu dormiras. Dans ta chambre il rentrera. Sous tes draps il se glissera. Et un soir, ta vie il fauchera. L'homme creux est là. Le souffle s'est arrêté pour s'éloigner rapidement du visage de Sarah, quittant la pièce. Au loin, la jeune fille entendait ses parents hurler depuis leur chambre. Des larmes ont roulé le long de ses joues. Ces larmes n'étaient pas un rêve. Elle pouvait les sentir ruisseler son visage, tout comme la chaleur humide du souffle qui était revenu près d'elle. A pleuré Sarah d'une voix mince comme du papier. Papa. A-t-elle gémi d'une voix rêche comme des feuilles séchées? Lizzie. A-t-elle lancé, comme pour avoir son aide et être rassurée? Mais Lizzie n'a pas répondu. Le souffle s'est arrêté, et le silence est revenu. Depuis le couloir, Sarah a entendu le doux clic du verrou de la porte. De la porte jaune. La lumière du soleil a pénétré la pièce, et la vieille horloge, encore sur le sol, indiquait 7h45. Puis, lorsqu'elle s'est sentie suffisamment en sécurité pour ouvrir les yeux, Sarah s'est levée et a quitté sa chambre. La porte jaune, avec sa poignée argentée, était là, plus terrifiante que jamais, plus sale et craquelée qu'autrefois, plus jaune que d'ordinaire, mais pourtant, tout aussi attirante. Mais la maison était trop calme. Cette fois, la porte ne parlait pas, mais ce silence n'était pas ordinaire. C'était un silence assourdissant. Et au fond d'elle, Sarah le savait. Si elle l'ouvrait cette fois, les choses se passeraient différemment. Puis, comme résignée, Sarah a posé sa main sur la poignée.